Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Le marché mondial du jeu vidéo dépassera cette année les 200 milliards de dollars. Ce sont les dernières estimations de l'Agence française du jeu vidéo. Alors on imagine combien les éditeurs soignent leur expérience utilisateur. On verra avec mon premier invité quelles sont ces techniques qui sont utilisées. Mon premier invité, il s'agit de Thibaut Génen de Fairpection. Il est connecté en visio avec nous aujourd'hui. Ensuite, autre grand sujet à la une dans Smart Tech, le Digital Services Act. Alors on verra ce qu'il faut retenir des principales règles que l'Union européenne souhaite imposer en matière de services numériques, comment elle nous protège en l'occurrence. Et puis on aura rendez-vous avec J'y crois. On parlera en l'occurrence du chiffrement de bout en bout, comment un nouvel écosystème est en train de se développer dans ce secteur. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, donc on parle expérience utilisateur. En mars 2022, une entreprise spécialisée dans le test utilisateur, mais aussi dans le conseil pour l'amélioration de cette expérience utilisateur, a procédé à des tests, des questionnaires d'utilisateurs à distance pour analyser leur expérience. L'objectif de cette étude était d'évaluer justement la manière dont se passait leur expérience devant un jeu vidéo, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de League of Legends, qui est l'un des jeux les plus joués au monde. Bonjour Thibaut Génen. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes le président fondateur de cette société qui a réalisé ce test, Fairpection. Déjà, on va parler du choix du jeu, League of Legends, qu'on peut appeler LOL plus rapidement. C'est pour vous, j'imagine, un cas d'école sur ce qu'il faut faire pour s'assurer d'avoir un nombre d'utilisateurs conséquent, parce que je disais, c'est le premier jeu joué au monde, 180 millions de joueurs actifs décomptés en octobre 2021 selon Riot Games, donc l'éditeur. Est-ce que pour autant, c'est un modèle à suivre à 100%? C'est effectivement tout en l'ambivalence, elle est dans votre question. C'est une réussite extraordinaire, bien sûr, LOL. Et à côté de ça, ça a été aussi une surprise pour nous quand on a fait cet exercice, finalement, ce petit test utilisateur, pour en reparler ensuite avec différents éditeurs de jeux, puisqu'il a révélé que, notamment, dans la première phase d'apprentissage et ce qu'on appelle l'onboarding, couramment dans le jeu vidéo, il y avait plusieurs obstacles et des choses clairement à améliorer. C'est-à-dire, vous parlez du moment où le joueur lance une séquence, ou alors du moment où il découvre pour la première fois le jeu? Alors, et même avant cela, en réalité, même avant de découvrir le jeu, au moment où il le télécharge, en fait, on a vu que pendant l'installation du jeu, il pouvait déjà y avoir des choses qui venaient miner son expérience, des choses aussi bêtes que de ne pas arriver à lancer le jeu une fois qu'il était téléchargé sur un ordinateur, ou à ne pas trouver un pseudo, à ne pas pouvoir rentrer un pseudo de joueur, en fait, facilement. Alors, j'imagine que vous appelez ça des points bloquants, mais quand on voit les résultats de LOL, on se dit finalement, est-ce que c'est si pénalisant que ça? Est-ce que cette industrie du jeu vidéo a du succès parce que c'est un loisir qui s'impose et qui est d'autant plus intéressant quand on est confiné chez soi? Donc on comprend les chiffres aussi qui ont connu une forte croissance ces derniers mois. Ou est-ce que c'est le résultat de politiques, de techniques, de stratégies vraiment très pointues pour améliorer cette expérience utilisateur? Dans le cadre de LOL, ce qu'on voit, c'est que clairement, il manque des choses, en fait, dans ces premières phases avant de commencer le jeu, et même au début, lors de ce qu'on appelle le tutoriel, donc qui sont des phases où on fait des actions basiques pour apprendre à prendre en main le jeu. Il y a clairement des choses qui auraient pu être pensées plus loin. Après, le jeu est un tel succès que quelque part, on pourrait dire que ça n'a pas d'importance, ou qu'ils pourraient aller encore plus loin, mais que finalement ils veulent mettre leur effort ailleurs, et ça peut s'entendre tout à fait. En revanche, c'est aussi une industrie extrêmement compétitive, et se différencier aujourd'hui pour un certain nombre de jeux qui ne seront donc pas forcément LOL, par cette expérience utilisateur, oui, ça semble indispensable. Et ça peut s'appliquer. Est-ce que les techniques que vous mettez en avant pour améliorer cette expérience utilisateur, elles peuvent s'appliquer à n'importe quel secteur, pas uniquement aux jeux vidéo? Je pense, je sais pas, à des sites internet, des applications mobiles? Bien sûr, la grande majorité de ce que nous on fait n'est pas dans le jeu vidéo. Ça va être des cas de services grand public, de sites internet ou d'applications mobiles, mais aussi des services qui sont rendus à des professionnels.
et même pour aller encore plus loin, des expériences qui ont une existence à la fois digitale, mais également dans la vie réelle. Un exemple de ça, c'est évidemment le click and collect. Est-ce que l'information que j'aurais trouvée sur un site internet va être correctement, va me donner une expérience correcte une fois que je vais venir chercher mon produit en magasin, par exemple. Donc toutes ces expériences-là, effectivement, se testent et ensuite peuvent s'améliorer. Alors, une grande partie des techniques sont liées au bon sens, hein. Au final, c'est est-ce que j'ai la bonne information au bon moment? Est-ce que je comprends facilement cette information? Et est-ce que je peux agir facilement sur cette information? Alors, si vous dites c'est assez évident, assez naturel, pourquoi c'est pas davantage appliqué? Pourquoi tous les services numériques finalement ne profitent pas de cette expérience aussi simple et fluide que vous décrivez? Parce qu'arriver, je ne vais rien vous apprendre, Delphine, mais arriver à synthétiser et à mettre exactement la bonne information au bon moment, à être le plus percutant, le plus concis possible, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'avoir digéré énormément de choses en amont, énormément d'informations et d'avoir évacué toutes les informations qui ne sont pas les plus pertinentes. Évidemment, ça se joue sur la forme, ça se joue aussi sur le fond. Donc voilà, il y a quand même, on va dire que le principe est très simple. Son application dans les détails requiert beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. En général, c'est le travail de l'expérience utilisateur n'a pas de fin. Voilà, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est peut-être pas ce qu'on travaille au tout début quand on lance son produit. Alors je sais pas, est-ce que c'est une erreur qui est commise là de ne pas travailler d'abord cette expérience utilisateur, mais de miser d'abord sur son produit, ou est-ce que c'est tout à fait naturel et c'est quelque chose qu'on perfectionne au fur et à mesure? J'avais une autre question, c'était est-ce que tout est transposable? Ce que vous avez constaté comme technique du côté du jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment transposable pour un site internet, une application, et est-ce que c'est la même chose sur PC et sur mobile? Euh, Non, effectivement, tout n'est pas transposable. Il y a, je pense qu'on ne pourrait pas avoir, nous, de succès s'il y avait une dizaine de règles d'or qu'on pourrait appliquer systématiquement. Des contextes différents vont faire que quelque chose qui semblerait tabou dans la plupart des cas va extrêmement bien marcher dans d'autres. Donc, on peut penser à des choses comme des formulaires qui peuvent être très longs et qui semblent très rébarbatifs, mais qui vont très très bien fonctionner dans certains cas. Sur des expertises métiers, par exemple, où on a besoin de donner beaucoup d'informations. Ça peut être le cas du fameux hamburger menu. Donc, bon, c'est un débat un peu d'arrière-garde, mais aujourd'hui, il y a plein de façons de faire des menus et à nouveau, du moment que l'information est portée de façon claire et qu'elle ne déroute pas l'utilisateur, on peut arriver à en faire quelque chose sans forcément s'imposer une règle d'or, entre guillemets. Concernant votre deuxième partie de la question, l'ordinateur versus le portable ou les applications versus les sites internet, là encore, il y a quand même des choses qui changent. On va pas pouvoir amener le même niveau d'information. On est souvent sur quelque chose qui est plus synthétique sur un écran de mobile. Et concernant les applications en elles-mêmes, ce qu'elles nous permettent, c'est souvent d'appeler les fonctionnalités natives du téléphone, mais également de garder une relation. Donc on est plus souvent dans quelque chose qui est de l'ordre du relationnel et de l'intime. Donc on change finalement, au-delà même de l'expérience, on va aussi changer les fonctionnalités qu'on va proposer. Et donc, par essence, dans un deuxième temps, l'expérience qu'on va proposer. Alors, vous n'avez peut-être pas 10 règles d'or à partager avec nous, malheureusement, mais peut-être vous pouvez nous donner, je ne sais pas, 2, 3 enseignements qu'on pourrait garder en tête pour améliorer, fluidifier cette expérience utilisateur. Mmh. Bah, si on revient de l'étude qu'on a menée donc sur League of Legends, par exemple, un cas moi qui m'a vraiment surpris, c'est effectivement cette gestion des pseudos. Donc, je suis un nouveau joueur sur ce logiciel. Je souhaite me créer un compte et donc j'ai besoin d'un pseudo. Si mon pseudo est déjà pris, donc la plupart d'entre nous, on va avoir des pseudos en tête qu'on aime bien et qu'on aimerait garder. Si mon pseudo est déjà pris, en fait, on va juste me dire sur LoL que il est pris, mais sans me proposer d'alternative. Ouais. De plus en plus de sites vont au contraire me dire bon bah voilà. Euh, Nonobstant Thibaut, par exemple, c'est déjà pris, mais nonobstant Thibaut 99, c'est bon, tu peux y aller. Et ça, c'est des petits freins, c'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui aujourd'hui font plutôt partie des bonnes pratiques qu'on peut amener rapidement à un joueur. Un autre élément, c'est le rappel des objectifs. Et ça, c'est valable sur du jeu vidéo, mais souvent c'est aussi valable, par exemple, sur un panier d'achat ou toute activité de type e-commerce ou serviciel.
Dès qu'on a un processus où il y a plusieurs étapes, on peut rapidement oublier pourquoi on en était là, qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Ou en tout cas, quel est le but de l'étape. Bien sûr, si on cherche à acheter un produit, l'objectif il est clair, on cherche à l'acheter. En revanche, le but d'une étape donnée, ça peut être je veux définir la façon dont je souhaite être livré, par exemple. À nouveau, est-ce que c'est du click and collect ou est-ce que je souhaite être livré chez moi ou dans un point relais. Pareil pour League of Legends, dans le tutoriel, il y a cette dimension de jusqu'où je vais. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Si, on vous entend. Je vais continuer. On arrive à la fin de l'interview, donc juste dernière phrase. Jusqu'où je vais dans le tutoriel, qu'est-ce que je dois faire, abattre un ennemi, trouver un trésor, etc. Et ça, c'est quelque chose qui disparaissait à certains moments du tutoriel. Bon, vous avez un peu disparu, on a un problème de connexion et on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup Thibaut Genet d'avoir commencé à partager avec nous quelques retours d'expérience. Voilà, soigner la fluidité de l'expérience utilisateur, c'est très important dans ce monde numérique des services. On continue à en parler, mais de manière différente. On va voir quelles sont les nouvelles règles qui vont nous permettre de nous protéger en Europe. Le 23 avril dernier, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne se sont accordés sur une législation qui va concerner les services numériques. Ça s'appelle le Digital Services Act, le DSA pour faire court. Et on en parle, on va voir ce qu'il en est de ce DSA pour l'instant avec Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, consultant aussi spécialiste en stratégie du numérique. Et à vos côtés, Anne Cousin, avocate associée du cabinet Herald, experte en droit du numérique et de l'innovation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question déjà, est-ce que ça vous semble apporter un changement conséquent, l'arrivée de ce DSA, l'arrivée promise pour l'instant de ce DSA? Est-ce que je peux dire oui et non? Oui, bien sûr, évidemment, on est dans la nuance. Alors oui, parce que en fait, on a quand même 20 ans d'expérience depuis la directive e-commerce. Donc on sait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et les réflexions que nous avions il y a 20 ans sur la responsabilité, elles sont aujourd'hui quasiment abouties et peut-être même dépassées. Et ce qu'on veut faire avec ce nouveau texte, et là c'est une révolution. Donc oui, ça change, c'est plus d'obligations avant que le problème ne se produise, plutôt que de rechercher les responsables après le problème. Alors vous dites que la responsabilité qui était posée uniquement sur l'hébergeur ne permettait pas d'intervenir en amont. Alors, les règles de responsabilité sur les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, elles sont insuffisantes puisqu'elles s'appliquent après le problème. Et on a vu, avec évidemment l'émergence des réseaux sociaux notamment, qu'il valait mieux agir avant le problème. C'était beaucoup plus efficace. Et c'est ça que ce texte, j'espère, va permettre. Oui. Votre avis sur cette question, Julien Pillot, est-ce qu'on est face à un changement majeur qui va arriver en Europe en matière d'expérience pour nous dans les services numériques? Je vais faire la même réponse que Anne, en fait, oui et non, parce que ça va dépendre aussi de la façon et l'efficacité en fait que l'on mettra pour faire appliquer toutes les dispositions. Mais il est vrai qu'il suscite beaucoup d'espoir, ce règlement. Et il a suscité également beaucoup de réactions, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, où on va regarder très concrètement ce qui va être fait dans les prochains mois, les prochaines années en Europe pour éventuellement s'en inspirer. Donc c'est quelque chose effectivement qui répond à des problématiques qui sont profondes, qui sont aussi, qui ne datent pas d'hier en fait, sur le web et surtout le web 2.0, le web social. Et il s'agit en fait de se donner les moyens, comme l'a dit Anne, de modifier les comportements de façon à prévenir les problèmes, les risques, plutôt que d'essayer de les réparer ex post avec beaucoup jusqu'à présent d'inefficacité en la matière. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà quand même l'ensemble de ces règles en tête et qui étaient déjà applicables, je dirais? Parce que si je reprends les principales modifications, responsabilité algorithmique, alors ça c'est peut-être ce qu'il y a de nouveau, on va demander l'accès aux algorithmes aux plateformes. Enfin, on ne sait pas exactement comment, jusqu'où, qu'est-ce qu'on va en faire finalement de cet accès aux algorithmes? Alors, on va mieux comprendre comment et pourquoi et par qui les contenus clivants sont aussi bien diffusés et mieux diffusés que les autres. Parce que ça, c'est un point extrêmement important, récent. Mais on a vu des exemples d'ailleurs dans l'actualité très graves, très lourds. Donc ça va permettre cette meilleure compréhension. Il faut savoir aussi que les grandes plateformes auront l'obligation d'ouvrir leurs données aux chercheurs.
je pense à vous. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance, en fait. Et qui dit meilleure connaissance, dit ensuite meilleure action possible. Donc ça, c'est un des pans de l'arsenal nouveau, qui effectivement est très important. Qu'est-ce que ça, juste pour rebondir justement sur l'accès aux algorithmes, qu'est-ce que ça exige comme condition pour que ce soit exploitable ? Vous devez avoir accès aussi au jeu de données qui est utilisé pour nourrir l'algorithme. Jusqu'où vous devez aller dans la transparence pour vous en servir? En fait, pour essayer d'être le plus clair possible sur cette question-là, il faut qu'on arrive à comprendre finalement quelles sont les règles qui régissent la façon dont les algorithmes poussent un certain contenu plutôt qu'un autre. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le modèle économique de la plupart des plateformes sociales sur Internet se nourrissent finalement de l'engagement. Si je crée de l'engagement, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre conséquent d'utilisateurs de mon service qui va s'y connecter souvent et longtemps. On est dans l'économie de l'attention. Et comme il va s'y connecter souvent et longtemps, ça va me permettre, moi, de l'exposer davantage à des contenus publicitaires et aussi de mieux exploiter ces données à des fins de monétisation. Mais c'est aussi ce qui a le plus de conséquences sur les fractures dans la société. Effectivement, parce qu'on s'est rendu compte sur certaines grandes plateformes sociales que souvent, les contenus qui ressortent en premier sont les contenus les plus clivants, qui amènent des controverses parfois très violentes, que le droit et la loi réprouvent par ailleurs. Et d'un côté, ça crée des problématiques sociales qui sont très importantes, mais de l'autre, les plateformes y trouvent leur compte parce que ça leur génère beaucoup de revenus. Donc le DSA vise à modifier ces comportements et la transparence dans les algorithmes peut nous permettre à nous, chercheurs, mais également à des organismes indépendants qui vont auditer les plateformes, en tout cas les plus grosses d'entre elles, à intervalles réguliers, d'essayer de comprendre quelles sont les règles de codage de ces algorithmes pour voir s'il n'y a pas la possibilité de mettre un peu plus d'éthique peut-être dans ces règles-là. Est-ce que ça pourrait être un outil juridique, ça, cet accès à l'algorithme ? Alors ça sera sûrement une occasion de procédure juridique, en tout cas, puisque ce droit d'accès existe. On le fera respecter. Alors je dis on. Il y aura sûrement des associations d'utilisateurs ou même des particuliers ou des entreprises qui chercheront à exercer ce droit. Mais là, on parle des très grandes plateformes, oui. Celles qui ont donc des utilisateurs actifs en moyenne de 45 millions par mois. Le DSA, ce n'est pas seulement les très grandes plateformes. Et là où il y a aussi une innovation dans le DSA, peut-être que je déborde un petit peu la question, mais c'est justement de créer des obligations différentes selon les activités des intermédiaires du numérique, selon leur taille. Et ça, c'est très important parce qu'on s'est beaucoup plaint, à propos d'autres textes, comme le RGPD d'ailleurs, que toutes ces obligations étaient très lourdes pour une petite entreprise, même si elles étaient supportables pour d'autres. Et là, on a voulu justement moduler et tenir compte de la taille et de l'activité des acteurs du numérique. Et ça, c'est un excellent point, puisque par exemple, les toutes petites entreprises sont exonérées de la plupart des obligations nouvelles. C'est vrai, ça c'est un point positif. Est-ce que, si je prends une autre règle de ce DSA, les plateformes en ligne qui devront retirer leurs produits, services, contenus illicites rapidement après leur signalement, ça ne va pas changer énormément la donne? Ah non, mais ça c'est sûr, est-ce que c'est nouveau? Réponse non. Bon. ça existe déjà. Ok, renforcement de la protection des mineurs, interdiction supplémentaire relative à la publicité ciblée pour les mineurs, au ciblage fondé sur des données sensibles. Ça aussi, c'est déjà le cas. On a justement le règlement sur la protection des données personnelles qui quand même encadre ce ciblage et la protection des mineurs. C'est une évidence. Alors, je continue. Les utilisateurs seront mieux informés de la manière dont les contenus sont recommandés. Alors ça reboot avec les algorithmes. Sur les places de marché, elles devront renforcer les contrôles permettant de prouver que les informations fournies par les vendeurs sont fiables. Là, c'est une question de responsabilité. Donc, on revient sur ce que vous disiez, on renforce la responsabilité des plateformes. On renforce, les obligations. C'est les obligations de vérification ex ante pour que le problème ne se produise pas. Et ça, c'est pour moi la grande évolution du texte. Parce que depuis 20 ans, encore une fois, on a fait tourner les règles de responsabilité à notre disposition et on arrive après le problème. Donc là, la nouveauté, c'est ça, on est avant le problème.
l'idée, c'est vraiment de moduler les comportements, mais des deux côtés finalement du marché. À la fois le comportement des utilisateurs qui vont se sentir peut-être davantage surveillés, davantage encadrés et davantage aussi proactifs dans leur capacité à pouvoir signaler des contenus qui seraient illicites ou offensants. Et puis de l'autre côté, la responsabilité, effectivement, avec toutes les obligations qui vont de pair, des opérateurs de plateformes et notamment des opérateurs de méga plateformes qui jusqu'à présent, effectivement, étaient soumis à des obligations, mais sans toujours mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir tout simplement s'y conformer. Alors, la responsabilité des utilisateurs, ça touche le sujet aussi de la désinformation. Est-ce qu'il vous semble, Julien Pillot, que ça va assez loin sur ce sujet, le DSA ? Point d'interrogation. Point d'interrogation dans la mesure où, encore une fois, le DSA, pour l'instant, c'est un accord, d'ailleurs, un accord provisoire. Oui. Mais on ne voit pas encore très concrètement la façon dont il va être appliqué. Ni à partir de quand, même si on a pour l'instant une grande date qui est 2023, Anne vous confirmerait. Mais donc, on va apprendre quelque part à se munir de ces nouvelles armes que nous permet que nous confère le DSA et voir comment est-ce que très concrètement on va pouvoir les appliquer dans toutes les affaires aujourd'hui sur le Web 2.0 qui peuvent poser problème, y compris en matière de désinformation. Le problème de la désinformation, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on l'a vu en campagne présidentielle, par exemple, il y a des campagnes de désinformation qui visent à discréditer ou accréditer un candidat plutôt qu'un autre. Ça vise à modeler l'opinion avec toute la puissance que confèrent les caisses de résonance sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il va falloir mettre en place des garde-fous pour lutter contre cette désinformation, mais finalement, quel est l'organisme certificateur qui dit qu'une information est une information et pas de l'intox, pardon. Le juge. Le juge. Mais là, on est sur une procédure qui peut... Là, on est sur une procédure classique. Ça veut dire qu'on est au-delà du cadre du DSA. Qu'est-ce que peut changer justement ce règlement en matière de désinformation ? Pour moi, il ne change pas grand-chose. On a une loi en France sur cette question de la fausse information, puisqu'on appelle ça plutôt fausse information. Oui. Et on a une instance qui est chargée de vérifier que les acteurs du numérique respectent la loi. C'est le CSA. Enfin, l'ex-CSA, puisqu'il a changé de nom. Et il a l'ARCOM. Voilà. C'est pareil. Il a déposé son rapport l'année dernière au sujet justement, il a passé au crible les acteurs du numérique qui voulaient bien répondre à ces questions pour vérifier si les obligations en matière de lutte contre les fausses informations étaient ou non respectées. Alors le bilan est plutôt mitigé, on va dire. Mais on a les outils. On a les outils juridiques. La question, c'est leur effectivité. Et ce que va changer le DSA, c'est qu'il va renforcer l'effectivité des outils, puisqu'il s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne, de la même manière. Et il s'applique dès lors que le public de l'Union européenne est visé. Donc, c'est un outil juridique beaucoup plus efficace qu'une simple loi dans un État membre qui s'applique avec difficulté en dehors de l'espace purement interne. C'est-à-dire que ça donne plus de force, peut-être, à notre arsenal juridique. Et d'un autre côté, finalement, ça peut simplifier la vie aussi des GAFAM, puisque une même règle va s'imposer sur tout le territoire de l'Union européenne plutôt que diverses règles dans divers pays. Je voulais aussi vous faire entendre et voir Thierry Breton, le commissaire européen, qui s'est déplacé pour rencontrer Elon Musk et faire un peu de pédagogie auprès de lui. Il nous a posté une vidéo hier soir. Alors, c'est en anglais, mais évidemment, on en parlera, nous, en français, pour tout expliquer, ceux qui ne seraient pas totalement à l'aise avec la langue. So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And of course, we discussed many issues, and I was happy to be able to explain to you the DSA, yes. A new regulation in Europe. And I think that now you understand very well. It fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think. I agree with everything you said, really. I think we're very much of the same mind, and you know, I think just anything that you know, my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. No, thank you very much. That's again a good example. And when we see that it could be some differences, especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, yes, as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did.
and I'm happy to see that we're aligned. Sounds good. Thank you very much. Thank you very Thank much. you. All right. Bon, quel moment incroyable. Donc Thierry Breton a posté cette vidéo hier soir. Alors pour résumer ce qui est dit, en fait, il a jugé que c'était utile surtout d'aller en parler de vive voix avec le nouveau propriétaire de Twitter, notre commissaire européen. Hein. En gros, il dit quand on ne s'entend pas, c'est mieux de s'en parler directement. Petite leçon qu'il passe à Elon Musk. Et puis finalement, il lui a expliqué quelles étaient les principales règles de ce DSA qui allait s'appliquer. Et Elon Musk dit, mais moi, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis tout à fait en ligne avec visiblement ces règles européennes. Et ma compagnie, ma société fera tout ce qui est nécessaire de faire pour respecter ces règles. On verra. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Écoutez, Déjà, il ne peut pas dire l'inverse. Pour commencer. Mais il a quand même accepté de tourner la vidéo. Il aurait très bien pu refuser. Hein. Quand même, on ne refuse pas une C'est une invitation. visite tout à fait informelle. Peut-être, mais non, je crois que ce qui m'a d'abord frappé dans cette vidéo, c'est déjà le changement aussi de ton de Thierry Breton. Je crois qu'il faut en parler parce que lorsque Elon Musk s'est porté candidat au rachat de Twitter, Thierry Breton, au même titre que Cédric O, ont de suite dégainé des communiqués de presse ou des tweets d'ailleurs, Oui. pour expliquer toute la fermeté de la Commission européenne dans la volonté d'appliquer le DSA aux méga-plateformes et à Twitter en particulier. Oui, c'est vrai qu'il avait même dit, de toute façon, Elon Musk sait très bien, il connaît très bien les règles. Visiblement pas Absolument. suffisamment, parce qu'il allait se déplacer pour lui réexpliquer. Donc ça, c'est le premier point que je retiendrai. Le deuxième point, c'est de l'autre côté de la barrière. C'est Elon Musk qui a l'air de dire oui, non mais moi, ça me pose aucun souci. Même je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été promulgué dans le DSA, toutes les règles du DSA, mais là aussi, il y a peut-être un hiatus parce que ça rentre en dissonance avec certains éléments qu'il a pu énoncer au préalable en disant que quand même l'une de ses volontés qui le pousse à se porter acquéreur de Twitter, c'est de réinstaurer une sorte de liberté d'expression qui aurait disparu du fait d'une censure excessive et surtout très largement ciblée du côté, on va dire, extrême droite de l'échiquier politique américain. Donc s'il va au bout de sa logique, lui qui se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression, on peut imaginer que sur Twitter puisse se tenir des propos, et c'est déjà le cas en fait aujourd'hui, qui sont très largement en dehors des clous de la légalité et qui pourraient tomber sous le coup du DSA. de toute façon... Est-ce qu'il faut y voir que justement dans le DSA, finalement, il n'y a rien qui gêne cette volonté de moins modérer peut-être le réseau social? Ah si. Twitter, c'est une de ces très grandes plateformes. Et les obligations mises par le DSA à la charge de très grandes plateformes, elles vont changer la donne. Alors, évidemment, Twitter pourrait ne pas jouer le jeu, mais il dit le contraire, donc on verra. Mais aujourd'hui, le DSA oblige, enfin demain... En même temps, Elon Musk a toujours dit on respecte la loi, enfin voilà, on veut plus de liberté d'expression, mais pas pour Mais on autant est tous pour la liberté pas d'expression. respecter la loi. Il n'y a pas de problème, la liberté d'expression, on est tous pour. Ce n'est pas une question de liberté d'expression, ce qui se passe sur Twitter, c'est autre chose. C'est une désinformation, c'est un détournement de la liberté, c'est un abus de la liberté, ça n'a rien à voir. Et ce que le DSA propose, c'est que ce type de grande plateforme fasse des audits systémiques, des analyses systémiques, des risques qu'ils sont l'occasion de développer. Donc on va voir si Twitter le fait. Et si Twitter le fait, et ça c'est nouveau, c'est vraiment nouveau, c'est pas un gadget, on apprendra plein de choses sur son fonctionnement. Donc s'il dit qu'il respecte le DSA, il le fera par exemple. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que sur le terrain judiciaire, Twitter est tout à fait réticent à la transparence, à l'analyse. Twitter refuse de fournir des informations quand le juge le demande. Twitter se défile. Donc on verra demain. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas possible. On peut changer. Changement de propriétaire, changement de méthode, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne prouvent pas leur volonté de respecter la loi. Et je voudrais quand même souligner encore une fois, ce n'est pas du tout une question de liberté d'expression. On est tous d'accord. On est tous pour la liberté d'expression. Ce n'est pas ça, hein. Non, mais justement, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. On peut tout à fait être pour davantage de liberté d'expression tout en respectant la loi et les règles. Alors, je voulais aussi qu'on analyse l'impact du côté économique. Qu'est-ce qui peut changer sur le volet économique, ce nouveau règlement européen ?
Alors, si je Même devais- si ce n'est pas son job, parce qu'on a Absolument. un autre règlement qui est sur la législation commerciale, le DMA. le DMA. Il peut changer quand même 2-3 petites choses assez substantielles, le DSA. La première, c'est occasionner des coûts supplémentaires de mise en conformité pour pouvoir tout simplement mieux modérer les plateformes ou les réseaux sociaux. Donc il y a des coûts directs, il y a peut-être des coûts indirects aussi, ou un manque à gagner indirect qu'on commence à percevoir, qui serait de dire à partir du moment où on va faire beaucoup plus attention en matière de ciblage publicitaire, notamment sur des données qui sont très sensibles, comme l'orientation religieuse ou sexuelle des personnes. On sait que les annonceurs sont très friands de ce type d'ultra-ciblage. Peut-être que si on peut moins le faire, voire plus du tout le faire, il y aura peut-être des recettes publicitaires en moins pour les plateformes. Il y a aussi C'est-à-dire qu'on pourrait même voir arriver un modèle payant sur les plateformes numériques, En fait, ce que n'exclut pas Elon Musk avec Twitter. il existe déjà. Il y a une offre qui s'appelle Twitter Blue, par exemple, Ouais. alors qui n'est pas du tout effective en France, mais qui existe déjà aux États-Unis, au Canada, en Australie aussi, il me semble, qui est déjà une offre de Twitter par abonnement, et Elon Musk ne l'exclut pas non plus. Ouais. Donc, à Et ça voir. pourrait être un modèle, ça, qui serait poussé par l'arrivée de règles comme le DSA. Ça pourrait effectivement occasionner ce type de bouleversement de business model, tout simplement pour reconstituer des recettes que l'on aurait perdues ou qui auraient été impactées par des coûts supplémentaires nouveaux par ailleurs. Et puis peut-être que la modification des comportements aussi pourrait occasionner une certaine désertification de certaines plateformes, et qui dit moins de flux, dit par définition moins de recettes aussi, donc à surveiller. Un avis là-dessus, non, parce que c'est un volet économique. Oui, Bon. On a aussi Apple dans la boucle en ce moment, qui est un peu dans la tourmente au niveau européen. Est-ce que là aussi, vous y voyez des conséquences pour Apple, pour des entreprises qui, elles, ne reposent pas sur ce marché de l'attention, a priori? Non, mais Apple serait davantage, je pense, aujourd'hui impacté par le DMA. On l'a vu très récemment d'ailleurs, il y a la Commission européenne qui a communiqué des griefs à Apple dans le cadre d'une affaire qui vise son service Apple Pay. Oui. Et Apple Pay, clairement, tombe un petit peu sous le coup du DMA qui cherche à encadrer. D'ailleurs, on avait fait une émission il y a quelques temps autour du DMA ici même, où on avait expliqué que finalement, le DMA cherche à encadrer l'activité des gatekeepers. Ce sont ces opérateurs très particuliers qui, de fait de leur qualité, peuvent contrôler l'accès au marché sur le plan technique et commercial. Apple, dans le cadre d'Apple Pay, a cette qualité de gatekeeper, et aujourd'hui la Commission européenne lui a communiqué des griefs pour lui dire qu'il n'est pas impossible de penser que son service Apple Pay soit finalement constitutif d'un abus de position dominante, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire du paiement sans contact avec un iPhone, vous n'avez pas le choix, ça passe par Apple Pay. Donc ça, ce serait plutôt du côté du DMA. Est-ce que ce Digital Services Act pourrait servir de règle à l'international, c'est-à-dire plus loin que les frontières européennes? Alors, les promoteurs du DSA en rêvent, en disant que c'est le cas pour le RGPD, et donc ils voudraient faire aussi bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un texte qui est un texte de consensus, extrêmement complet, je pense réussi. Avec beaucoup de discussions, beaucoup de travail. Oui, pourquoi pas. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Anne Cousin, avocate associée au cabinet Hérald, et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Juste après la pause, on se retrouve pour notre chronique J'y crois au chiffrement de bout en bout. Vous regardez Smart Tech, on est en direct sur la chaîne Bismart le matin à 11h. Alors, on est dans la deuxième partie de cette émission, la dernière même. C'est très dommage, ça passe vite le temps. Et on termine notre rendez-vous avec J'y crois. J'y crois, c'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. Il va nous parler du chiffrement de bout en bout. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. On rappelle peut-être déjà ce qu'on nomme le chiffrement de bout en bout. Le chiffrement, déjà, un petit point sur le chiffrement, ça signifie que les données que vous allez voir et que vous voyez, vous en tant qu'utilisateur d'applications et autres, en fait, elles ne sont pas sauvegardées ou elles ne passent pas en clair sur le réseau, elles sont chiffrées, c'est-à-dire elles deviennent illisibles par un algorithme, qui est un mécanisme qui les rend illisibles, et indéchiffrables si vous ne possédez pas une clé de déchiffrement, comme on a une clé pour rentrer chez soi ou ouvrir un coffre-fort. Donc en gros, les données sont protégées et chiffrées. Alors ça,
Par contre, ce chiffrement de données, ça ne garantit en rien le fait que la société qui héberge ces données ne puisse pas les déchiffrer chez elle. C'est-à-dire que si elle possède les clés de déchiffrement sur ses serveurs, eh ben, elle peut déchiffrer ces données ou les déchiffrer côté serveur. Et donc, à partir de ce moment-là, certes, les données sont protégées dans les bases, mais les clés de chiffrement sont du côté des sociétés. Et alors, ce qu'on a vu apparaître dans les années 2010, via les messageries type WhatsApp ou Signal plus récemment ou d'autres, c'est le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que là, typiquement dans les messageries, la conversation que vous avez avec l'autre personne de l'autre côté, elle est entièrement chiffrée depuis les deux postes, depuis les deux mobiles dans ce cas-là. Et c'est-à-dire qu'au milieu, que ce soit sur le réseau ou sur les serveurs, toutes les données sont chiffrées et elles ne peuvent être déchiffrées que sur les postes clients. Et les clés d'ailleurs sont stockées sur les postes clients et sont spécifiques aux postes clients. Donc en fait, la société au milieu ne peut jamais déchiffrer les données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire d'un poste, on va dire d'un client à un autre client, sans qu'au milieu, la donnée ne puisse être déchiffrée. Alors, on voit bien effectivement l'utilité pour les messageries instantanées. Qu'en est-il des autres applications? Pourquoi aurait-elle besoin de ce chiffrement de bout en bout? Ce qu'on a vu, c'est que depuis en fait, quelques années, on vit dans un monde où le vol de données a littéralement explosé. Donc, et aujourd'hui, pour des personnes qui sont mal intentionnées, il est plus facile de dérober des données sur Internet que finalement que de faire des larcins dans la vraie vie, parce que l'Internet est global, parce qu'on a accès, chacun a accès à un poste ou à un mobile pour pouvoir faire des choses. Donc, dans cet univers en fait entièrement de plus en plus numérique, qui s'étend maintenant même aux objets de la vie courante, hein, que ce soit votre frigidaire, vos thermostats, vos alarmes et autres, eh ben, ces données deviennent à la portée de tous les hackers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ces données sont potentiellement volées, elles vont arriver sur ce qu'on appelle le dark web. Et ce dark web, finalement, il regorge de toutes ces données qui ont été volées sur des bases de données clients et qui sont revendues à prix d'or. On peut citer des mots de passe, des identifiants, des numéros de carte de crédit, enfin tout le monde connaît ça. Donc à partir du moment où c'est devenu quelque chose qui prend une ampleur colossale, on parle de milliards d'euros et de dizaines de milliards d'euros de volume au niveau mondial, eh ben, il faut pouvoir protéger ces données. Et à partir de ce moment-là, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles doivent protéger les données sensibles. Et d'ailleurs, ça a été un prérequis du RGPD, du Règlement général de la protection des données européen, qui a dit que pour les données sensibles, elles devaient être chiffrées. Et encore une fois, alors il y a toujours ce mécanisme chiffré, ça ne veut pas dire comment, mais c'était à minima ça, donc protégé. Donc là, le chiffrement s'est imposé et s'impose de plus en plus en fait du côté des clients et du côté de la façon dont ils travaillent avec ces données. Alors, donc on est devant une solution qui semble apporter un maximum de sécurité et pourtant, ça tarde à s'imposer. Pourquoi ? Ça tarde à s'imposer parce que en fait, le chiffrement et le déchiffrement, ce ne sont pas des opérations simples. Hein. C'est pas trivial, c'est très complexe. Ce sont des algorithmes extrêmement complexes qui demandent des connaissances pointues. Et tout ça pour être efficace et garantir le maximum de sécurité. Parce qu'on peut chiffrer, mais alors si vous vous souvenez, il y avait toutes ces histoires de clés. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais les clés de 128 et puis après 256 et ainsi de suite. Donc on a des chiffrements, mais aujourd'hui, on sait très bien que sous un certain chiffre, par exemple les clés de 512, il y a des algorithmes qui peuvent les déchiffrer. Donc ça veut dire qu'on est obligé de chiffrer encore plus fort, donc avec des clés de 1024 et ainsi de suite. Donc c'est complexe et à ce moment-là, et en plus avec deux enjeux, finalement la performance, parce qu'on chiffre avec des clés de plus en plus puissantes, mais simplement ça a un impact sur la performance potentiellement côté utilisateur. Et deux, ça peut aussi avoir un impact sur finalement le service lui-même, parce qu'à partir du moment où les données sont chiffrées, elles peuvent être moins utilisées, entre guillemets, pour faire des opérations dessus et tout, parce qu'elles sont complètement chiffrées, donc on n'y a plus vraiment accès. Donc là, si vous voulez, il y a cette dualité, et on la retrouve au niveau des sociétés finalement, entre le coût et le bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice à chiffrer, c'est la protection des données, et donc la sécurité de moi en tant que société ne devait pas être protégée, mais le fait de les chiffrer, c'est aussi potentiellement pouvoir moins utiliser ces données. Donc on est vraiment dans cette dualité, et c'est pour ça qu'il y a eu des progrès récemment qui ont été faits, certainement dans le chiffrement de bout en bout, justement pour permettre de continuer d'avoir finalement la performance et la disponibilité des services, tout en ayant un maximum de sécurité. Alors, on trouve quel type de société? C'est votre chronique J'y crois. Quelles sont ces sociétés qui aujourd'hui arrivent à trouver la solution à tous ces problèmes?
Ah bah écoutez, il y en a un certain nombre au niveau français et européen. Alors un exemple récent qui a fait d'ailleurs la une, c'est que Doctolib, société bien connue qui s'occupe dans le domaine de la santé, a racheté Tanker, une société française avec qui il travaillait depuis 2019 et qui faisait justement du chiffrement de bout en bout. On voit bien l'intérêt de Doctolib de protéger les données de ses utilisateurs qui sont extrêmement critiques et sensibles, et donc ils ont racheté Tanker. Alors ça, Tanker, c'était une société, mais il y en a une autre en France qui a été créée, qui s'appelle SEALD, S-E-A-L-D, qui est une société aussi qui a mis en place un SDK, donc un System Development Kit en fait, qui permet d'être intégré dans toute application cliente et qui a été validé et certifié par l'ANSSI et sur la base du modèle, ce qu'on appelle Zero Knowledge, Zero Trust, c'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne, et pas à soi-même, donc pas à SEALD, pas au client non plus, j'entends à celui-là qui a les apps. Donc personne ne peut déchiffrer les données, elles sont déchiffrées sur les postes clients. Et donc on peut appliquer ça à des données de santé, à des données d'assurance, à des données de juridique, mais aussi à du travail collaboratif. On voit bien l'enjeu des messageries aujourd'hui, il y a eu tout un tas de questions autour de Zoom et autres. Où est-ce que c'était chiffré quand je conversais avec un de mes collègues et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que SEALD peut permettre de faire à une entreprise sans que l'entreprise ait des connaissances justement dans le domaine du chiffrement, mais puisse appliquer et intégrer ce SDK pour garantir le maximum de sécurité. Alors il y a d'autres initiatives aussi en Europe avec une société basée en Irlande qui s'appelle Vaultry et qui là s'attaque, elle, à un problème extrêmement complexe, qui est le problème finalement de pouvoir faire des opérations sur des données chiffrées. Hervé, on va s'arrêter là sur le nom des sociétés. On continuera une autre fois, on aura l'occasion. Merci beaucoup Hervé Lejouan, donc fondateur d'Advisory. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech. On se retrouve évidemment dès demain, on aura de nouvelles discussions, réflexions sur la tech.